Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission, ce nouveau déblayage. Aujourd'hui, nous allons partir du côté du Nord-Isère pour évoquer le CSBJ avec un plateau extrêmement relevé que je vais vous présenter après le sommaire, les amis. Un sommaire où vous allez le voir, nous allons d'abord parler d'histoire de la Bergalie, revenir un petit peu sur les bases de ce club isérois avec de bonnes vieilles images comme on aime chez LFD avant de pouvoir parler de la Renaissance. La Renaissance avec l'arrivée, il est tanké comme un deuxième ligne, le président bergalien, monsieur Guédan, qui fait partie bien sûr du plateau, pour parler ensuite de la nouvelle dynamique, alors on va dire le nouveau départ du CSBJ avec, vous allez le voir sur le plateau, Sébastien Tillous-Borne et Pascal Papé. Bien sûr, pour faire le lien, il fallait qu'on commence par le seul de ce plateau qui était déjà venu. Il est là, Bogdan Léonte, le capitaine. Salut Bogdan. Bonjour tout le monde. Comment ça va ? Très bien, très bien. Ah Bogdan, on t'avait déjà reçu, c'était avec la Tour du Pin. Tu étais venu en tant que membre du staff, un membre élargi du staff. Oui, ça s'est très bien passé. C'est pour ça que on se retrouve tous là et merci à toi de nous avoir invités. Eh ben, je t'en prie Bogdan. Juste à côté de toi, Pascal. Salut Pascal. Bonsoir. Pascal, c'est un plaisir de te recevoir, un honneur pour ta première télé, on va dire, depuis l'annonce. On ne pouvait pas faire mieux, ça s'est goupillé parfaitement. Merci pour l'invitation en tout cas. Ouais, c'est un honneur. Pascal, en face de toi, Sébastien Tillous-Borne. Comment ça va Sébastien ? Bonsoir, ça va très bien. Voilà, celui qui aura le plus bel accent du plateau. En tout cas, le seul, parce que nous, on n'a pas d'accent ici à Grenoble. Tu trouves qu'on a un accent ? Un petit peu, toi, un petit peu. Ouais, moi ? Non, un accent dauphinois, peut-être. Et à côté de toi, le président Henri-Guillaume Guédan. Bonjour, président. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien, merci. Ouais, une semaine un peu tumultueuse, là, président. Il y a eu beaucoup, tumultueuse dans le bon sens, je veux dire, on a annoncé des arrivées de managers, arrivées de coach, c'est bien, c'est des bonnes, et puis du public qui revient. Ouais, c'était vraiment le point important. Une grande semaine. Pour finir la saison en beauté. Allez les amis, on entame la partie 1, on va parler un petit peu d'histoire de la Bergalie. Alors, pour évoquer, je suis parti trop tôt, mais c'est pas très grave. Pour évoquer un petit peu l'histoire, président, déjà, je vais vous poser une première question. Plus jeune, vous étiez, vous, supporter du CSBJ. C'était une institution déjà présente dans votre vie ? Oui, j'ai grandi avec le CSBJ. Oui. C'était un club que, alors on en parlera tout à l'heure, c'était pourtant pas votre sport de prédilection, mais non. Vous aviez toujours ce club-là à l'œil. Oui, moi j'ai joué au foot pendant 30 ans. Ouais. Mais j'ai grandi à 3 minutes en voiture du stade Pierre-Rajon, donc je passais devant presque tous les jours depuis tout petit. Donc oui, et le CSBJ a fait partie de ma vie parce qu'à Bourgoin, on ne peut pas vivre sans le CSBJ. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait en sorte que le club ne disparaisse pas en 2018. Justement, alors on en parlera tout à l'heure de cette histoire tumultueuse dans les 10 dernières années. On va revenir sur... on a fait un petit diagramme là pour récapituler un petit peu l'histoire, parce qu'il commence à y avoir quelques années qui sont passées, les amis. Un club officiellement qui est né en 1906. Vous avez les retours là en face si vous voulez ne pas tourner la tête, messieurs, vous les avez juste là et là. Voilà, ça vous évitera d'éviter le torticolis. La grosse période bergalienne, 90, 2000, 2010, qui coïncide avec une période que Pascal, tu as bien connue. Puis le président en a parlé il y a quelques instants, la dégringolade, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, des premières places de l'élite. Pascal, le club qui après a connu des difficultés avant de redescendre même dans le niveau amateur. Oui, alors par contre sur le diagramme il y a une erreur parce qu'aussi en 2005 il y a eu une demi-finale aussi contre oui. le Biarritz Olympique. On n'a pas pu tout rentrer. Voilà, tout rentrer. Donc, mais tu as bien fait. C'est important parce que c'est la dernière demi-finale. C'est la dernière demi-finale, c'est vrai, donc, en 2005. Donc oui. En 2005, c'était du coup il y a 16 ans. C'est ça, c'était il y a 16 ans. Il y avait c'était une autre époque comme on dit. Il y avait beaucoup de joueurs à ce moment-là qui jouaient aussi en équipe de France. Ouais. C'est important de le dire parce que ça a été un pourvoyeur. Au-delà des résultats de l'équipe, Bourgoin a toujours été un club qui a fourni énormément aux équipes de France jeunes, mais aussi à l'équipe de France. Il n'y a pas si longtemps, j'en parlais avec Henri-Guillaume.
On était encore devant le Stade Toulousain en termes de fournisseurs officiels pour l'équipe de France. Malheureusement, ils vont nous passer devant, ou ils nous sont passés devant. Mais en tout cas, voilà, c'est pour dire que il y avait des résultats, mais il y a aussi Marc Tessillon, Sébastien Chabal, Lionel Mallet, qui était voilà, et puis le club phare, c'était le club de Bourgoin. Voilà. Oui, parce qu'en plus à l'époque, président, le Loup, dans la belle époque bergalienne, on va dire, n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y avait Grenoble dans la partie sud de l'Isère, Bourgoin dans la partie nord, puis après il fallait aller à Toulon, quoi. Ouais, avec le Loup, on s'est croisés en fait. Ouais. Il y a eu 2 saisons, je crois, peut-être 3, je suis même pas sûr. En Pro D2, on a fait vraiment que se croiser, quoi. Ils ont commencé à monter quand Bourgoin a commencé à descendre. Est-ce que, d'ailleurs, on en reparlera peut-être un peu mieux tout à l'heure, mais est-ce que la présence d'un gros club comme le Loup, je sais pas, une demi-heure de Bourgoin, peut-être même un peu moins, est-ce que c'est quelque chose qui peut empêcher un développement, ou au contraire, ça peut le soutenir ? Non, moi je vois pas de concurrence entre le Loup et nous. Déjà parce qu'aujourd'hui il y a 2 divisions d'écart et un monde d'écart. On n'est pas du tout le même genre de club. Et au contraire, je trouve que c'est plutôt important et c'est porteur qu'on ait dans la région beaucoup de clubs de niveau intéressant. Ça permet d'avoir un bassin, un vivier important de joueurs à une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure si on va jusqu'à Oyonnax, 1h15. Non, je trouve ça très bien en fait. Alors il y a une 50aine d'années, Bourgoin a remonté en 2e division, en division 2. Alors on a retrouvé les images, on va vous les montrer. C'était contre Beaumont. On va pouvoir regarder, voilà, allez Bourgoin. Donc ça c'était la première montée, je crois, en D2. Donc c'était la finale du championnat d'excellence à l'époque. C'est un autre monde, pourtant c'est il y a 50 ans. Avec voilà, des Bergaliens. Alors on va pas vous mettre tout le match, mais c'était pour vous remontrer ce rugby. À cette époque-là, Bourgoin donc remonté en D2, puis est redescendu avant de redevenir finalement champion de D2 quelques années après, en 71. Les amis, on va passer les images du second match culte un petit peu de l'histoire bergalienne. Est-ce qu'on l'a, ce 2e titre ? Ouais, il arrive, il est là, le titre à Bourgoin. Et pourquoi on vous montre ces images ? C'est pour notamment Bogdan. Il y a une ferveur, il y a du monde, il y a quelque chose de particulier à Bourgoin. C'est pas un stade vide avec juste une équipe de rugby qui est montée avec des ronds. Là, il y a quelque chose de populaire autour de ce club. Oui, totalement. Par rapport à ces images, on va dire dès que le club marche bien et a des signaux positifs, il y a toute la ville qui est derrière. Et voilà, moi je l'ai vécu en différentes divisions et c'est vrai que quand on était en Fédéral 1, on a vécu une montée. Et voilà, il n'y a plus de place dans le stade. Donc ça montre que vraiment le club, à n'importe quelle division, est là pour soutenir le public, est là pour soutenir son club, quoi. Alors Sébastien, tu es le non local de l'étape. Quelle image tu avais, toi, de ce club de Bourgoin ? Moi, j'ai eu la chance de faire mon premier match professionnel à Bourgoin. Ah, c'est vrai, c'est ouais. Donc voilà, non, j'ai l'image d'un club qui a vraiment une âme, qui a une histoire derrière elle. Et on va s'en servir pour reconstruire le futur. C'est important de s'appuyer sur ce socle et les bases qu'il y a déjà au club. Pascal, dans ces belles années, le public de Rajon, c'était quelque chose de fondamental, hein. Évidemment, c'était le 16e homme. On en parlait tout à l'heure en off avec la fameuse tribune piscine et tribune buvette, qui font partie de l'histoire du club et ouais. qui ont fait claquer des genoux, pour être poli, pas mal de piliers lors de confrontations. Mais oui, effectivement, ce public, il fait partie de l'âme du club. Je crois qu'il est essentiel aussi pour les joueurs. On en parlait encore tout à l'heure, même avec une jauge réduite, ils ont fait du bruit hier. Donc voilà, comme le dit Sébastien, en tout cas, l'idée c'est de à nouveau continuer à avoir cette communion avec eux, parce que voilà, dans une ville comme Bourgoin, on a besoin d'avoir ce 16e homme, et je crois que voilà, comme ses couleurs, il fait partie de l'histoire et il faut qu'il soit là. Ça fait du bien d'entendre un peu les supporters, Bogdan ? Oui. Ouais. Comme l'a dit Pascal, c'est vrai qu'on n'avait plus l'habitude, et même à 1000 personnes, ils ont fait du bruit, donc voilà, comme je le disais, ils sont là pour nous pousser et nous mener de l'avant, donc
vraiment grâce au public et puis à ce qui va être mis en place, on arrivera à faire des belles choses. Donc voilà, c'est essentiel. Alors Bogdan, t'as le micro, garde-le. On va ressortir l'affiche, on l'avait déjà faite pour toi, mais du coup on l'a juste réutilisée quand même pour donner ton parcours. J'espère qu'on s'était pas trompé la première fois parce qu'on l'a pas touché. Alors les amis, est-ce qu'on a le parcours de Bogdan en régie? Il arrive, il est là. Bogdan, 35 ans. C'est bon, l'âge, il n'a pas bougé? Ça va. Ça n'a pas pris depuis quelques mois, on est bien. Joueur surtout, formé au CS Vienne, hein, Bogdan. Oui, c'est ça. J'attaque à 10 ans en 16e. Puis après, par la suite, je suis arrivé à Bourgoin, j'avais 16 ans. Et depuis, je suis reparti qu'une seule fois au Stade Montois. Parce que, comme je le disais la dernière fois, les anciens m'avaient conseillé d'aller voir ailleurs. Parce que voilà, c'est important pour se rendre compte. Et puis, je me suis rendu compte que j'étais bien qu'à Bourgoin. Ouais. Voilà, du coup, il y est revenu, Bogdan, et il y joue encore. Président, c'est un capitaine exemplaire, Bogdan Léonte. Oui, c'est un modèle de professionnalisme. Sébastien va s'en rendre compte. Il est toujours en forme, presque jamais blessé. Et je ne sais pas, sur toute ta carrière, le nombre de blessures, on n'en a jamais parlé, mais il n'y a pas dû y en avoir beaucoup. Hein. Parce que depuis 3 ans, en tout cas... Il y en a toujours, oui, bien il y en a toujours. Après, c'est vrai que quand on attaque, on est jeune, on se jette un peu plus à corps perdu dans le match. J'en ai eu à mes débuts, j'ai eu la chance d'avoir des entraîneurs qui m'ont fait confiance et qui m'ont permis de signer des contrats pro. Et puis à partir de là, on apprend et puis on sait comment être efficace sans se blesser, entre guillemets. Voilà. Par contre, Bogdan, toi, tu as vécu aussi la descente un petit peu aux enfers du club, c'est-à-dire ce club qui était au plus haut niveau et qui petit à petit était retombé, alors je ne vais pas dire dans l'anonymat parce qu'il ne l'a jamais été, mais qui est retombé dans le rugby amateur, hein, en plus avec une poule élite, une fois N1, enfin c'est compliqué quand même quand on porte ce maillot Ciel et Grenat, qu'on l'a porté au plus haut niveau, de se retrouver comme ça dans ces niveaux intermédiaires, non ? Oui, c'est très dur. Pour moi, la place de Bourgoin, sans être trop prétentieux, c'est pas en national, voilà, par rapport à son histoire et tout le passé. Donc c'est vrai que c'est jamais évident. Voilà, maintenant, c'est des choses, ça fait partie de son histoire. Voilà, Henri Guillaume a repris les rênes du club. Maintenant, on est sur des côtés positifs. On essaie d'avancer. Et puis, j'espère arriver au plus tôt à retrouver ce monde professionnel, quoi. Ouais, ça va faire partie de la suite. On va pas tout vous donner maintenant. On va pas spoiler. Et on passe du coup directement à la deuxième partie, pardon. Je vais y arriver quand même. La nouvelle dynamique du président. La renaissance du club, est-ce que c'est un mot peut-être un petit peu fort, mais pas tant, parce que tout à l'heure, vous m'avez dit, Président, à un moment donné, on a empêché le club de mourir, donc on n'est pas loin de la renaissance quand même. Oui, on peut le voir comme ça. Moi, je parle de construction ou de reconstruction. Mais oui, à l'audience au tribunal de début mars 2018, l'association allait être liquidée. Il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Donc, c'est pas très vieux. Donc, on est passé à 2 doigts d'un nouveau départ en Fédéral 3 hein, à l'époque. Voire peut-être même encore moins, ou en honneur. Ouais. C'est ce qui s'est passé à Auch. Ouais. L'année d'avant, je crois, en 2017 aussi, ou 2018. Oui, on est passé tout près. Bon, voilà, on n'y est pas passé. si on peut revenir un tout petit peu en arrière, Président, on a eu ces très belles années bergaliennes, hein, avec notamment M. Martinet qui était aux commandes. Et puis après, le club a eu du mal à enclencher la suite de Pierre Martinet. Puis voilà, comment vous vous êtes arrivé? Qu'est-ce qui a fait le déclic? Pourquoi vous vous êtes dit je me lance, j'y vais Ça a été un cri du cœur. Hein. J'ai été informé, en février 2018 que le président avait déposé son dossier au tribunal de grande instance de Bourgoin. Et donc j'ai dit mais c'est pas possible, on peut pas laisser faire ça. Si le dossier est au tribunal, ça veut dire que d'ici 2-3 semaines c'est fini, quoi. Et voilà, j'ai passé une très mauvaise nuit
La nuit qui a suivi, parce que j'ai pensé à ça en fait. Alors que, vraiment. Parce que vous étiez partenaire, vous, à l'époque. J'étais partenaire depuis, je sais plus. Vous étiez juste partenaire Depuis les 2-3 dernières années de Top 14. Ouais. On avait pu se permettre avec l'entreprise de devenir partenaire. Et puis voilà, à ce moment-là, j'ai passé une mauvaise nuit parce que ça a tourné dans ma tête. J'ai dit mais qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Non, c'est pas possible, ça peut pas se passer. Et voilà, je me suis levé la nuit, enfin c'est l'histoire, quand je la raconte maintenant ça me fait sourire, mais je me suis levé cette nuit-là et je suis allé écrire toutes les idées que j'avais en tête. Voilà. Et au petit matin, j'ai envoyé un mail à la personne qui m'avait informé la veille, et je dis voilà, je pense qu'il faudrait faire ça. Il me dit ah oui, mais comment mais avec qui ? Je dis bah écoute, on va se débrouiller, mais si t'es ok, on y va. Et puis voilà, on a réuni quelques personnes. Du coup, au début, hein. Bah oui, les premières heures. Puis il a fallu aller très vite, parce qu'on avait compris je ne me souviens plus exactement du nombre de jours, mais il nous restait une vingtaine de jours à tout casser. C'était terrible. Ça. Donc voilà, on a mobilisé quelques personnes. Et puis, Pascal, du coup, toi, tu as fait ta carrière après Bourgoin et qui a continué, on en parlera tout à l'heure, mais tu as toujours gardé évidemment ce regard sur ton club formateur. Quand on est arrivé à peu près dans ces moments-là, j'imagine que ça faisait un pincement au cœur quand même. Oui, c'est vrai que de loin, ça fait encore plus mal parce qu'on voit un peu son club formateur, là où on a appris, où on est devenu pro, où j'ai eu la chance de débuter ma carrière internationale dans ce club. On le voit gentiment en train de mourir et ça fait vraiment mal au cœur parce que moi en plus j'étais au Stade Français déjà, donc c'est vrai que c'était pas facile à vivre, mais quelque part en fait ça faisait malheureusement il y avait trop d'histoires autour de ce club qui était pas bonne quoi, qui était souvent sur le même sujet, le sujet financier. Donc à ce moment-là, en tout cas, pour en avoir discuté avec tout bon nombre d'anciens joueurs, c'était dur à vivre. Ouais. C'était dur à vivre. En plus, on se côtoyait encore en tant que joueur de l'équipe de France à ce moment-là aussi, donc. C'est pas facile parce qu'en plus, nous on n'est plus là. Et puis vous aviez encore des relais à l'époque ou des gens que vous connaissiez dans le coin ? Non, plus trop. Plus trop, à part évidemment les jeunes qui étaient là, très jeunes d'ailleurs, qui étaient encore au club, mais après, non, pas plus de relais. Du coup, c'était encore plus dur d'être loin, de ne plus avoir personne. C'est super dur parce que tu vois le club que tu as dans le sang en train de mourir et en fait, tu n'as aucune connexion, il n'y a pas forcément d'informations qui viennent de l'intérieur et donc t'es un peu démuni de tout c'était pas évident. En tout cas moi j'ai le souvenir, je suis pas le seul à avoir en tout cas eu le cœur lourd à ce moment-là. Bogdan, toi tu l'as vécu de l'intérieur, alors c'est encore plus dur. Quand on est joueur et que le club il passe pas loin d'un dépôt de bilan total, ça c'est particulier quand même quand c'est ton métier en plus. Non, c'est très dur parce que du coup on était là, comme Henri Guillaume le disait, le club allait disparaître tout simplement. Donc c'était la deuxième fois que ça arrivait, mais la première fois, on va dire, on s'en rendait moins compte, on était plus jeunes. Là, j'avais pris de l'âge et je me rendais compte que là, c'est quelque chose que j'avais du mal à accepter. Je me suis dit, c'est pas possible. Mais bon, voilà, comme Henri Guillaume a repris la main et je l'en remercie encore parce que vraiment, c'est le club qui, pour moi, voilà, j'ai tout fait mes armes là-dedans, donc c'était important qu'il continue à vivre, quoi. Et maintenant, on espère qu'on arrive à redorer ce blason pour le mettre à sa place, quoi. Président, c'est vrai qu'il y a pendant quelques années, alors je ne vais pas donner un chiffre pour ne pas dire de bêtises, mais on avait cette image-là aussi de Bourgoin, des problèmes économiques. C'était quasiment tous les ans, on parlait de problèmes économiques. C'était presque plus important que le sportif dans les dernières années avant ce moment-là. Ah oui, moi quand je suis arrivé, les journalistes, les premiers qui m'ont contacté, m'ont dit qu'en fait chaque été, depuis 4-5 ans surtout, ils ne partaient pas en vacances parce qu'ils attendaient le feuilleton de l'été. C'est ça. Mais vraiment. Et je leur ai dit, j'ai dit notamment à une responsable du Dauphiné Libéré, partez en vacances cet été. Je vous garantis que vous pouvez prendre des vacances. Je garantis les vacances. Revenez en septembre, vous n'aurez rien à vous mettre sous la dent. Elle m'a dit oui, bon, on va quand même... bon, elle y croyait qu'à moitié. Et je lui ai reparlé en septembre. Je l'ai fait venir à une soirée partenaire.
Et au micro, je lui ai dit, vous vous souvenez ce que je vous avais dit avant l'été, j'espère que vous avez pris des vacances. Alors, Monsieur Guédan, on a fait votre parcours aussi. Alors, même si vous n'avez pas été rugbyman, on a fait votre parcours d'entrepreneur. Et surtout, un parcours, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez été footballeur. Alors ça, il va falloir nous raconter. Parce qu'un ancien footeux... alors, on a mis des dates pour le foot, mais on n'est pas sûr que ce soit exactement correct. C'est 77-85, je ne sais pas si on est dans 77 ouais, non, ça peut peut-être un peu jeune. C'est tout ça. J'avais que 3 ans, ouais, 77. Ouais, voilà, la page Wikipédia m'a semblé également un petit peu erronée. Non, j'ai dû jouer de 82 à... Ouais. Jusqu'au croisé en 2012. Ouais, j'ai 30 ans tout à même, l'heure, hein. c'est ça. Donc, j'ai arrêté parce que je me suis rompu les croisés à 38 ans. Mais alors, pourquoi vous n'avez pas repris le club de foot de Bourgoin, le FCBJ? Je ne dirais rien, qu'on a reçu, parce que Djemal est passé ici il n'y a pas longtemps. Il y a 2 semaines, j'ai joué avec Djemal d'ailleurs. C'est vrai, ouais. Génial. Non, parce que j'ai pas d'attache particulière avec le FCBJ. J'y ai jamais joué. J'ai joué sur Lyon, j'ai joué à la Tour du Pin, je suis passé à l'île d'Abo, c'est là qu'on a joué avec Djemal. Ouais. Et j'avais commencé à Ruy, dans mon village, à côté de Bourgoin. Voilà, j'ai connu club 4 qui existe encore clubs. Oui, c'est un petit club aujourd'hui. On avait beaucoup plus de monde à l'époque. Ouais. Et aujourd'hui, les liens sont faits avec le club de foot parce que justement, Djemal nous disait, Djemal Colvert, le président, que les contacts étaient très bons et que les rapports étaient très bons entre les deux clubs. Oui, on s'entend très bien parce que justement, on a joué ensemble. Donc c'est pareil avec le hand. J'ai pas joué avec eux, mais je m'entends bien avec le président du hand. On aimerait arriver à faire des choses ensemble. Ce serait bien. Oui, parce que d'ailleurs, on joue en ciel et grenat, c'est important, il y a une entité... Parce qu'ils utilisent une partie du stade. Alors on sait qu'il y a eu des villes où il y a eu des problématiques autour de l'utilisation des stades. A priori, là, ça semble bien se passer. Oui. Bon, alors ça n'a pas pu vraiment se mettre en route, parce que cette année, avec le Covid, eux ont arrêté de jouer en fin octobre, je pense, au confinement de novembre. La mairie souhaite que les 2 clubs évoluent à Rajon, donc... on va tout faire pour que ça se fasse. Alors Sébastien, on a dit qu'on parlait de la Renaissance. Vous faites partie de ce projet de Renaissance. Vous venez en tant que coach de ce club. La première chose que je vais vous demander de commenter, c'est déjà la liste des prolongations. Parce que avant de passer vraiment à la nouvelle étape, on va déjà savoir qui reste et qui a voulu rester au club. Les amis, on peut envoyer les slides des joueurs qui sont... qui ont voulu rester. Je ne sais pas si tu veux en commenter certains. Bogdan, si tu peux dire aussi un petit mot sur les gars qui restent, notamment Rémi Bouet, Mathieu Nicolas, Bogdan Léon. C'est que des joueurs du cru, ça aussi. Hein. Je me permets, oui, là c'est Mathieu, Rémi, ce sont des joueurs qui ont toujours été à Bourgoin. Donc voilà, ils ont l'entité bergalienne, ils ont été formés à Bourgoin, ils sont passés par le centre de formation de Bourgoin. Nicolas Caché est arrivé en cours et c'est quelqu'un qui a vraiment ces valeurs-là aussi. Donc, Tu as eu ton mot à dire, Sébastien, sur les prolongations, sur l'effectif, ou tu es arrivé un petit peu après, toi? Donc, moi, sur certaines prolongations, donc, je suis arrivé après. Ouais. Après, sur l'effectif, bien sûr, j'ai travaillé sur le recrutement. Alors, le recrutement, on y viendra juste après. On va passer à la... Je crois qu'il y en a heureusement, pour le club, qu'il n'y en a pas que 4. On passe à la suite. Hein. Si tu veux, peut-être Bogdan, à la rigueur, vu que c'était toi qui les côtoyais, peut-être dire un petit mot sur tes collègues qui restent. Oui, non, écoutez, Rémi Gabory, Thomas Tarit, Baptiste Philippe, Christopher Bosch, donc c'est des joueurs qui évoluent depuis quelques années avec nous, donc voilà, ils sont dans l'état d'esprit bergalien et c'est des personnes positives, donc voilà, elles vont nous aider à avancer. Allez, on enchaîne avec la suite. La troisième vague de prolongation avec Kevin Rivoire, Georgi Zakashvili. Voilà, parmi les 4, on a Kevin Rivoire et Benjamin Rabatel qui sont aussi des enfants du cru, donc qui ont été formés à Bourgoin. Donc c'est quelque chose d'important aussi. C'est important pour le club et voilà. Donc c'est bien qu'ils restent et qu'ils évoluent sous les couleurs ciel et grenat. Après Georgie et Leandro, voilà, c'est pareil, c'est de très bons joueurs et qui vont nous aider pour la suite. Et alors, avant que Sébastien nous parle du recrutement, Pascal, on a parlé d'état d'esprit bergalien. Il y a vraiment un état d'esprit bergalien ? C'est quoi l'état d'esprit bergalien ? Oui, c'est ce qu'on pourrait appeler la bergalie. Hein. C'est ce qui est propre à notre club. Qui t'a suivi, toi, tout le long de ta carrière ? Oui, parce que je crois que...
en tout cas, il m'a formé. Il m'a formé, m'a permis de devenir aussi l'homme que j'ai été par la suite, hein, et que je suis d'ailleurs. Je crois que cet esprit-là, en fait, ça doit être le socle de tout un club, de toute une ville, de partenaires, de dirigeants. Voilà, c'est pas forcément que pour les joueurs. Et en tout cas, c'est quelque chose qu'on essaiera avec Sébastien de mettre en place. Et justement, c'est de cultiver cette différence et cet esprit Berjali, parce que, à mon sens, ça doit être un atout en plus, une force en plus pour nos joueurs. En travaillant du coup sur les joueurs aussi du coup formés alors au club et dans on va dire la proximité géographique dans le territoire. C'est exactement ça. C'est voilà, Bourgoin, c'est une identité. Il y a des clubs autour qui travaillent énormément bien sur la formation. L'idée, c'est de continuer à travailler main dans la main avec eux pour avoir un vrai sens et une vraie méthode commune. Voilà. Après, encore une fois, je reviens là-dessus. Ça fait partie de notre ADN, de notre identité. Il faut le cultiver parce que c'est différent. Et quand c'est différent, ça marque. Hein. Donc la Berjali, c'est différent. La Berjali, ça marque. Vous pouvez demander à tous ceux qui sont passés par Bourgoin, même des gens qui ont fait 1 ou 2 ans, ils ont été marqués par ce club. Par la vie de ce club, par la gentillesse de ces hommes et des gens qui composent cette ville et cette région. Et je crois que c'est important. Il faut continuer à le cultiver et surtout, il faut que on soit. C'est un esprit qui doit être pas forcément sur les hommes du terrain, mais sur tout un club, toute une ville, tous les gens qui sont en tout cas passionnés de ce club. Ça fait envie, Sébastien, quand on entend Pascal Papé là. Non, mais c'est sûr qu'il a raison dans ce qu'il dit. Il y a vraiment une identité, une culture dans ce club qu'il faut continuer à perpétuer. Et Pascal, il est revenu pour ça aussi, pour ramener ça, ou renforcer ça en tout cas. Donc voilà, puis on a vu sur les prolongations, il y a une partie des joueurs qui y restent, donc ça sera un bon socle pour la saison future. Et on l'agrémente avec des nouveaux joueurs qui amèneront une plus-value. Eh ben, on va parler de ces nouveaux joueurs tout de suite après l'annonce de la 3e partie, la nouvelle dynamique du club. J'ai teasé des arrivées, mais on en parlera après. Hein, on a dit qu'on en parlera après. J'ai pas d'oreillette, mais je dois me faire massacrer dedans. On a dit qu'on allait parler de Sébastien. Tu veux me border ? Bien sûr. Alors, on va donner la fiche de Sébastien. Pardon, Flo, en régie, j'ai tout cassé. C'est pas grave, faut revenir un petit peu en arrière. Voilà, on y est. Sébastien, on va parler un petit peu de ton parcours et tu vas peut-être nous l'expliquer, savoir en fait qu'est-ce qui a construit ta carrière et ton personnage avant d'arriver ici du côté de Bourgoin. Ouais, donc moi j'ai commencé comme on peut le voir à Oloron. Enfin, c'était pas mon premier club, mais c'était quoi ton premier club alors ? Monin. À Monin. Ouais, un petit village dans le sud-ouest. Voilà. Ça joue à quel niveau ? Honneur. Ça joue à Fédéral 3, c'est descendu, ça monte, ça descend. Ouais. Voilà, après je suis parti à Oloron qui jouait en Fédéral 1, qui était un bon club de Fédéral 1. Donc j'ai fait mes armes, j'ai joué en Crabos et en Rechel et en première, en Fédéral 1 une saison à 17 ans. Donc j'ai fait mes armes et après je suis parti au Biarritz Olympique, où j'ai eu la chance d'être champion de France 2 fois, mais apparemment vous ne l'avez pas marqué. Aïe, 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 aïe. Bien, bon, voilà le stagiaire, c'est comme ça qu'on dit, non ? Voilà, après, pardon. Après, je suis parti à Castres. Je partais à Castres pour rejoindre Pascal Papé, et finalement qui m'a quitté au dernier moment. Et oui, parce qu'il y a eu. Voilà, exactement, on s'est croisés. On s'est croisés et j'ai eu la chance à ce moment-là d'intégrer l'équipe de France. Et puis après, je suis parti au RC Toulon et voilà, avec la réussite qu'on peut voir sur la Coupe d'Europe ou en championnat de France. Et voilà. Donc, oui, alors tu viens de Toulon. Toulon, c'est également, on parlait là des clubs qui marquent. Toulon, c'est un des clubs qui ne peut que te marquer en tant que joueur. Oui, bien sûr. C'est un club qui marque parce que c'est un public de passionnés comme à Bourgoin. Donc moi, ce que j'apprécie en signant à Bourgoin, c'est d'avoir ce public-là. On joue, bien sûr, il y a une certaine pression, mais c'est ça qui fait qu'on a envie de jouer, qu'on a envie d'avancer. Parce que là, tu as été dans un des clubs les plus exposés du territoire. Hein. Oui, bien sûr, médiatiquement, c'est un club qui est très, très, très exposé. Mais c'est ça qu'on veut quand on est joueur. On veut jouer devant du public, on veut jouer devant des gens exigeants. C'est ça qui donne les frissons et qui donne envie de se dépasser
tous les week-ends et toutes les semaines. Et alors, quel est ton meilleur souvenir de ta période toulonnaise? Est-ce qu'il y a un particulier qui va rester gravé? Sincèrement, tous les souvenirs, tous ces titres, toutes ces finales qu'on a perdues, mais qu'on a gagnées aussi, tout ce qu'on a pu réaliser avec ce club-là, avec des joueurs immenses. Ouais. Mais au-delà de tout ça, comme je disais à Bogdan, c'était avant tout une équipe. C'était des mecs qui travaillaient les uns pour les autres. Et au final, on a gagné parce qu'on était vraiment une équipe et pas des mercenaires. Ouais. Et alors, grâce à ce club, mais aussi à ce que tu avais fait avant, tu as touché à l'équipe de France. Tu as plus que touché, tu as eu tes sélections. L'arrivée en équipe de France, pour toi, c'était une consécration? C'est-à-dire que tu étais arrivé au bout? Comment tu l'as vécu à l'époque? Je suis arrivé assez jeune, à 22 ans, je pense, où j'ai fait 9 ou 10 sélections. Après, j'ai une pause. Ouais. J'ai une grave blessure après à l'épaule qui m'a éloigné 1 an des terrains. Et du coup, après, pour le temps d'y revenir, ça m'a pris du temps, 5 ans. Malgré que je fasse des bonnes performances, mais il y avait aussi du monde au poste de demi-mêlée. Et après, j'ai eu la chance de nouveau d'y rentrer à l'intérieur. Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné comme on le voulait sur la Coupe du Monde 2015, par exemple. Mais ça a été une super expérience. Porter le maillot bleu quand tu es rugbyman, quand même, j'imagine que... C'est le Graal. C'est le Graal, quoi. C'est le Graal. Est-ce que ça a été le Graal à chaque sélection? Tu l'as ressenti pareil? C'est génial. Je crois que quand on est petit, on a des rêves. Et moi, mon rêve, c'était de jouer pour l'équipe de France. Ouais. J'ai réussi à le réaliser. C'était super. Je pense que Pascal aussi peut en parler. Pascal, il en parlera tout à l'heure, surtout pour lui qui l'a bien vécu. Mais Pascal, il peut peut-être dire un mot sur l'arrivée du jeune Sébastien Tillous-Borde en équipe de France à l'époque. Parce que toi, tu y étais déjà. Ouais, mais alors je me rappelle plus si on a... Parce que moi aussi, à un moment donné, j'ai été blessé, donc je sais pas si... c'était peut-être... En tout cas, moi, j'ai souvenir de Sébastien sur mes dernières saisons, mes dernières années en équipe de France. Notamment, tu parlais de la Coupe du Monde 2015. Oui, comme je l'ai dit, moi en tout cas, je le connaissais. On s'était croisés effectivement à Castres, mais vu qu'il arrivait à Castres, j'ai dû partir parce qu'il prenait tout l'argent à ce moment-là. Donc, ça, en fait. Avec David Atum. Il n'y avait qu'un budget, il fallait choisir. On s'est fait virer à cause de lui, donc voilà. Et en fait, il préférait faire le calendrier français avec Max. Ouais, pas David Atum, par contre. Ils l'ont pas pris. Du coup, non. Après, moi, le très bon souvenir que j'ai de Sébastien, c'est sur évidemment les matchs qu'il a fait contre nous, mais c'est surtout cette Coupe du Monde et les quelques matchs de tournée qu'on a fait avant cette Coupe du Monde ou de tournoi où on a appris à se connaître et il fait partie de ce modèle de demi-mêlée avec lesquels moi j'ai aimé jouer, parce que du caractère, un neuf avec du caractère, c'est la base, et lui on avait des neufs sans caractère, c'est rare qu'ils percent quand même. Hein. Avec du caractère. Sans caractère. Sans caractère. Ouais, c'est quand même un poste qui est... Mais le problème, c'est que ils se montent la jauge entre eux, les neufs avec du caractère. Donc c'est celui qui en a vraiment plus que l'autre. Donc il disait qu'il y avait du monde, effectivement, il y avait... Donc moi tu as très bien défini la carrière de Sébastien en bleu, et c'est vrai que malheureusement, on a mal fini avec l'équipe de France, puisque on perd ce quart de finale contre la Nouvelle-Zélande de 60 points. Mais je crois que c'était... le rugby français et l'équipe de France à ce moment-là, elle arrivait en fin de cycle. Il fallait se réinventer. Et je crois que il fallait aussi rebouger un peu toutes les institutions, notamment au niveau de la formation, etc. C'est ce qui s'est passé derrière, et puis depuis ça fonctionne bien. On a quand même trouvé une image où vous êtes tous les deux côte à côte contre l'Australie, si je ne dis pas de bêtises. On va revoir cet essai de Sébastien, talonné de près par Pascal Papé. Il est là avec ce départ là. Ce qu'il a laissé, ça va arriver juste après. Petit regroupement, et voilà, laissé. Et c'est quand même Pascal qui vient te relever. Voilà. Et au passage, qui te met une petite caresse. T'aurais pu me faire une passe. Voilà. Parce qu'il est venu, il avait une bonne ligne. Dans le micro. Non, il n'y a pas de souci. Non, c'est vrai que comme il dit, on a vécu des bons moments. Malheureusement, ça reste Coupe du Monde. T'aurais pu faire la passe. Où on n'a pas eu un bon résultat. Mais il y avait besoin d'aller bas pour remonter. Et comme il a dit, au niveau de la formation, tous les clubs français ont pris conscience qu'il y avait besoin de retravailler, de revoir un peu le modèle. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Et on voit les résultats.
Et c'est de bon augure pour 2023. Ah oui, c'est de bon augure. Cette équipe de France, ça y est, tu parlais de fin de cycle, là on est reparti dans une nouvelle histoire. Oui, parce qu'on a des générations qui ont été prévues et en tout cas qui ont été formatées pour. On parlait de la formation, mais même pour l'équipe de France c'est important. Et c'est vrai que depuis que la FFR a changé un peu son modèle de formation et donné peut-être un peu plus le lead au club de top 14, mais aussi au club en général, forcément, il y a beaucoup plus de résultats et on va dire que le travail... En tout cas, il y a beaucoup plus de joueurs qui sont fournis à l'équipe de France. Président, là, quand même, vous... alors, c'est un pari de faire venir Sébastien Etios-Borne, mais quand même, en termes de palmarès, en termes de vécu du haut niveau, pour un club de national, c'est... vous mettez la barre haute avec cette arrivée. Oui, mais c'est un pari dans le sens où Sébastien est un jeune entraîneur et Grégoire Pintio aussi qui l'accompagne à le même âge. Il a un petit peu plus d'expérience en tant qu'entraîneur. Mais tous les deux, c'est un pari. Mais après, bien sûr, ils ont l'expérience du haut niveau. C'est ça, parce que j'imagine il y a aussi de la fierté du président de contribuer à amener un coach qui a connu l'équipe de France, tout simplement, et puis qu'il n'a pas connu il y a longtemps en plus. Oui, mais c'était pas la priorité. C'est pas le nom qui nous a interpellés, c'est l'expérience. Non, mais c'est l'expérience du haut niveau. On espère que Sébastien, tout comme Pascal aujourd'hui aussi pour toutes les équipes du club, vont nous apporter cette expérience des niveaux supérieurs que Bogdan a connu. Eux l'ont connu pendant longtemps. Toi, tu n'as connu que le top 14, joueur et entraîneur. On n'a connu que le top 14. Ouais, c'est génial. Donc on espère que ça va nous aider à apporter cette expérience de ces petits détails qui peuvent manquer dans beaucoup de matchs. Et il fait partie. On a beaucoup de matchs qui se sont joués à rien et peut-être qu'on va pouvoir passer ce cap. Et il fait partie surtout de cette congrégation des neufs et des talons qui scrutent et qui prennent tous les postes d'entraîneur du rugby. Parce qu'aujourd'hui, c'est très compliqué d'être entraîneur si on n'est pas talonneur ou ancien neuf. Bogdan... du coup, tu vas avoir un entraîneur pas bien plus vieux que toi. Oui, non, mais ça, c'est pas, il y a pas de, ça, c'est pas ce qui compte, voilà. Donc, tant que la rigueur est là pour tous, on en a besoin pour avancer. Donc, la rigueur, les valeurs, puis après avoir échangé, puis on s'est côtoyé 2-3 fois sur le terrain. Il y a maintenant quelques temps. Voilà, donc moi je pense qu'il a l'état d'esprit et il a tout pour nous aider à monter vers le haut, quoi. Cette expérience du haut niveau aussi, du coup, elle fait partie du package. Bien sûr, c'est important parce que la nationale maintenant, le niveau est relevé. Tous les clubs s'arment et puis il y a besoin de ce côté professionnel pour passer ce cap, quoi, parce que rien va être facile et puis comme on disait il y a deux clubs qui vont redescendre de l'étage supérieur, donc voilà, ça fait encore de grosses équipes à affronter de plus, donc c'est important, c'est vraiment important. Dans une équipe locale en plus avec le Valence Romandrome Rugby qui a loupé le maintien à pas grand chose parce qu'ils ont fait une belle fin de saison, président. On va avoir on a une région qui est quand même dense en club. Oui, c'est intéressant, on va avoir plusieurs derbys. Il ne faut pas faire que des derbys parce que des fois c'est des matchs un peu particuliers. Mais c'est bien d'en avoir. On va avoir Chambéry. Bourg, s'ils ne montent pas, je leur souhaite de monter. On récupère Valence. Il m'en manque un à proximité. Il y a Aubenas qui est quand même proche de nous. Donc c'est des matchs toujours un peu particuliers. En particulier, c'est bien parce qu'au niveau billetterie aussi, ça fait venir du monde. Oui, forcément. C'est de belles ambiances. Après, j'ai le Valence Romandrome Rugby, je vais y arriver, vient avec la volonté farouche de le VRDR de remonter. J'imagine que vous aussi, avec ce que vous mettez en place, vous avez envie de remonter. Ça va être une bataille âpre. Ah oui, certainement. Nous, l'ambition à partir du 1er juillet, c'est d'aller chercher les places qualificatives. On s'était fixé un objectif 2023, Pro D2. Ça commence maintenant. Alors ça commence maintenant. Et là, on y est enfin à mon recrutement, parce que je l'ai annoncé 4 fois. On va y venir. Les amis, c'est bien ça. Envoyez pour que, si je ne me suis pas trompé. On est on y est, c'est bien ça. Les arrivées, on commence par celles qu'on vient de parler. Donc celles-là, elles sont faciles. Pascal Papé, on en parlera juste après. Et Sébastien, qui fait le check du mode Covid, qui a remplacé les bises et poignées de main de la population générale. C'est bien, il faut rester encore prudent avec les gestes barrières. Allez, on passe au deuxième slide
slide et les premiers joueurs. Et là, on te laisse la parole, mon cher Sébastien, pour nous présenter un petit peu tes premières recrues. Bastien, c'est quelqu'un qui a vraiment envie d'apporter quelque chose à Bourgoin, qui joue à Aurillac. Il va amener toute sa fraîcheur, son envie de faire monter ce collectif qu'on veut créer et dynamiser. C'est une bonne recrue. Il va nous apporter son expérience aussi de Pro D2 qu'il a depuis quelques années maintenant. Donc c'est quelqu'un de très professionnel et il va apporter dans le travail et pour toute l'équipe. Trois quarts centre. C'est ça. Et derrière, qui sera accompagné donc de Quentin Lefort. Quentin Lefort, donc c'est un ailier ou arrière, petit gabarit avec beaucoup d'appui, qui peut déstabiliser les défenses, très compétiteur, un profil qui sera très bien pour nous. Premier petit mot, Président, sur le 1+1 qu'on voit, sur donc la durée du contrat. Pourquoi ce 1+1 ? Comment vous l'amenez dans le projet, comment c'est présenté aux joueurs ? On prend un petit peu de précaution puisqu'on est dans cette volonté d'aller chercher la division supérieure. Et donc on veut pas s'embarquer sur trop longtemps puisqu'il y a des joueurs dont on n'est pas encore sûr de la valeur, même si Sébastien semble sûr de lui et nous aussi. Mais il y a aussi des joueurs qui demandent à pas faire des contrats trop longs. Et le 1+1 permet de s'engager, mais avec une possibilité, si vraiment la saison n'est pas au niveau attendu, de pouvoir concrètement, changer. Ça veut dire que la deuxième année, elle se lève des deux côtés. C'est les deux côtés, les deux parties peuvent la dénoncer. Oui, bien sûr. Ouais. C'est ça. Et jusqu'à quel moment, ou c'est quoi Ça dépend des contrats. On le négocie, ça aussi. D'accord, ça fait partie de la négo. Pour certains, ça peut être en décembre, d'autres c'est en mars. Il n'y a pas de règle établie. Allez, suite du recrutement du CSBJ qui arrive avec 3 autres joueurs, dont Adrien Devisme, le pilier. Oui, Makalea d'abord. Donc Makalea Foyaki qui était à Toulon quand moi j'entraînais, donc je connais bien. Malheureusement pour lui, il a eu blessure au genou sur les croisés quand il commençait à jouer avec nous. Mais c'est un joueur qui a beaucoup de potentiel, qui est très puissant, rapide. Donc il va nous amener un profil complètement différent de Quentin Lefort. On peut laisser les amis l'image, on va aborder les deux autres arrivés. Adrien qui a connu un niveau au-dessus aussi avec Carcassonne en Pro D2, qui était à Massy, donc c'est quelqu'un aussi qui va nous amener son expérience. Il se rapproche de son frère qui joue à Lyon. Donc c'est quelqu'un qui va vraiment nous amener et qui pourra densifier notre pack. Et Kevin qui a joué à Carqueran et qui était à Montauban, un talonneur explosif. Kylian. Ça sera 3e erreur pour le stagiaire. Kylian. Alors là, je pense que là, ça va mal finir. J'annonce. Qui est un joueur explosif qui va nous amener son explosivité. Un très bon joueur. Alors nous, on a noté ça pour les recrues officielles. Est-ce qu'on en a oublié ou est-ce qu'il y en a qui sont peut-être validés depuis ? Il y en a qui vont sortir dans la semaine, je pense. Ça va être Les annonces, il y en a peut-être une ce soir, je ne sais plus comment on les pas nous l'annoncer peut-être en priorité. Non, parce que je sais sachant pas que ça sort demain. Alors, Pascal, un premier mot sur ce recrutement. Déjà, c'est un recrutement qui est terminé, pas terminé, non, a priori non, parce qu'il y aura d'autres arrivées. Non, pas terminé. Il va y avoir des surprises. On va pas les dire ce soir. Ah bah non. Mais vous allez les voir dans les journaux. On peut en profiter, ça c'est le moment quand même. On est tous ensemble, le président est là, le manager est là, le coach est là, le capitaine est là. Je crois il y a des annonces prévues toute la semaine et on attend encore 2 réponses. Je pense qu'on pourra les annoncer semaine prochaine. D'accord. Au final, on aura fini le recrutement. Ouais. Donc 6 à 8 recrues. Ça fera 12. 12 départs, 12 arrivées. 4, 5, on en est à 5. 5, d'accord, il y en a encore quelques-uns. Il y aura des surprises. Ah oui. Non, mais ce qui était essentiel, c'était d'apporter aussi au groupe de la valeur ajoutée, comme j'ai dit auparavant. Ouais. Et ces joueurs qui ont été recrutés, ils ont été ciblés pour permettre au club de pouvoir monter en Pro D2
de pouvoir se qualifier d'abord pour remonter en Pro D2 et de pouvoir avancer. Alors Pascal, du coup, on va passer à toi. Avant de parler de ton rôle que tu vas avoir maintenant dans ce nouveau CSBJ, on va évidemment revenir sur ta carrière, là aussi avec pas mal de choses. Alors j'espère qu'on ne s'est pas trop trompé, mais le CSBJ que tu as connu tout jeune, est-ce que c'est ton premier club, Pascal, ou est-ce que tu as été formé ailleurs ? Non, moi, ma première licence, mon club formateur, c'est Givors. C'est Givors, exactement. C'est ça. C'est Givors. Alors d'ailleurs, là, on a cherché, ça a été très compliqué. On t'a trouvé président de Givors, président ambassadeur du club. Ouais, président d'honneur. Président d'honneur, d'accord. Ouais. Que tu es toujours ? Oui, oui, bien sûr. Ah oui, je suis président d'honneur, d'accord. C'est facile, hein. C'est facile, président d'honneur, il n'y a rien à faire, donc... Donc voilà, c'est ton club formateur, c'est Givors. Et puis après, le CSBJ, évidemment, Castres. Et puis le Stade français qui a fait la plus grosse partie quasiment de ta carrière de joueur pro, enfin même la plus grosse tout court. En fait, tu as deux clubs principalement qui ont marqué ta carrière. T'es un homme de club, vraiment, on peut le dire. Encore une fois, je ne sais pas si je suis un homme de club, mais en tout cas, les émotions et... Voilà, les sensations et les sentiments parlent. Et comme je le disais, moi, ces décisions, elles viennent aussi du ventre. Donc, voilà, j'ai pas forcément beaucoup réfléchi quand j'ai eu l'opportunité de revenir au CSBJ. Hein, donc, mais alors, si je reviens justement, parce que la similarité peut-être entre le Bourgoin et le Stade français, c'est cet aspect familial. Alors, paradoxalement, hein, on parle d'aspect familial à Paris, mais c'est ce qui avait été voulu, souhaité par Max Guazzini à l'époque. Et ça t'a permis de retrouver, en fait, ce que tu vivais, toi, à Bourgoin, ce paysage parisien. Oui, en fait, je suis arrivé dans un club au Stade français où, effectivement, en fait, c'est peut-être la dernière chose qu'on peut penser de ce club, qui, au départ, on peut penser que c'est le club bling-bling, un peu paillettes, etc. Mais en fait, photos qu'on peut balancer. Pas du tout. Je crois. Au contraire, c'est vraiment un club hyper familial. Et vraiment, quand je suis arrivé au Stade français, je me rappelle que j'ai vraiment trouvé... Tu as été surpris toi-même ? J'ai été surpris, mais j'ai retrouvé aussi l'esprit que j'aimais avoir dans un club, comme j'avais vécu pendant presque 8 saisons au CSBJ, parce que je suis arrivé quand même en crabos au CSBJ, jusqu'à 2006 avec les pros. Et effectivement, là, je me suis dit, en fait, c'est ce qui me colle à la peau, c'est avoir ces clubs qui gardent un côté humain fort, en fait. Voilà, et qui, au final... moi je fonctionne comme ça, donc forcément le Stade français ça a matché, comme ça avait matché évidemment avec le CSBJ avant. Alors du coup c'était logique finalement d'aller d'une famille dans une autre famille, puis de revenir dans ta première famille. Qui a créé les premiers contacts, l'origine un petit peu de ce retour, elle vient d'où, président Pascal ? Président, je sais pas, je sais même plus vraiment. Mais je sais pas qui c'est qui a eu l'idée de dire. J'ai envoyé un message à Pascal par Facebook, Messenger. Donc ça marche, on peut faire comme ça. Je l'ai pas relu d'ailleurs, je sais pas ce que j'avais dit dedans. Et puis LinkedIn, LinkedIn, tu vois. Donc LinkedIn qui a fait revenir Pascal Papé, c'est magnifique. Et du coup, comment vous lui avez présenté le... Non, mais au départ, c'était une prise de contact aussi, parce qu'on reprend contact avec beaucoup d'anciens, comme ce week-end, on a Olivier Millot qui est venu faire le commentaire de notre live. Tout à fait. On avait eu Julien Bonner il y a quelques temps. Et c'était surtout ça, la démarche. J'ai dit, tiens, et pourquoi pas, bien sûr, Pascal, on le voit moins, parce qu'il est plus loin de nous, il est à Paris. Et la première démarche, c'était ça. Puis quand on s'est appelé, la semaine suivante, on a passé, je crois, 1h15 au téléphone. Et on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose, quoi. On avait des affinités, on a bien discuté, puis on s'est rappelé, puis voilà. Puis c'était vraiment pas prévu, quoi. C'est pour toi non plus, Pascal ? Non, c'était pas forcément prévu, même si, pour être très honnête, à un moment donné, moi je pensais aussi à donner un tournant à ma carrière d'entraîneur, de dirigeant. Et tu t'étais déjà dit un jour je retournerai à Bourgoin ? En tout cas, En tout cas, je l'ai toujours eu dans la tête, ça c'est sûr. Je suis abonné à tous les réseaux du CSBJ depuis que les réseaux existent au CSBJ, parce que ça arrivait un peu plus tard que les autres. C'est le temps d'arriver dans le Nord-Isère. Exactement, non, je déconne. Et moi, je voulais vraiment
voilà, les aventures humaines, les histoires me plaisent. Et en fait, je sais, et je voulais trouver un club avec voilà, de la structure, du développement à faire, parce que c'est ça qui me plaît, c'est de pouvoir développer, d'être sans arrêt dans l'échange, voilà, dans le débat et surtout le travail d'équipe. En fait, je voulais trouver un club où finalement il y avait ces missions-là, et Bourgoin qui est en pleine, le CSBJ qui est en pleine restructuration et développement. En tout cas, je trouve ça dans le club et en fait, j'ai ça matché quoi. Non, voilà, très honnêtement, j'ai presque pas réfléchi. Ouais. J'ai presque pas réfléchi, voilà. Comme l'a dit Henri Guillaume, ça a été. Et tu aurais fait quoi si c'était pas c'était quoi la suite programmée de ta carrière? Non, je serais resté un an de plus au Stade Français, certainement. Mais là, l'opportunité de revenir dans mon club, je l'ai dit, hein, c'était l'occasion. Qui coule dans mes veines depuis toujours, pour lequel j'ai un réel intérêt. Je le disais, hein, il m'a formé en tant que joueur, mais en tant qu'homme aussi, parce que ça marque, ce club il marque, et après ces valeurs-là, je les ai trimballées un peu de partout où je suis passé, mais voilà, ça a été hyper naturel en fait. Je peux pas l'expliquer parce que pour moi, j'ai pas fait un choix en fait. Je suis simplement revenu à la source dans un club que je connais bien, avec l'envie d'amener ma petite pierre à tous les secteurs du club et de faire partie des gens qui vont continuer à faire progresser, à ramener ce club un petit peu dans l'élite. Mais alors pourquoi c'est presque étonnant de ne pas vous voir arriver directement les mains à l'entraînement. Pourquoi ce poste de manager? Est-ce que c'est quelque chose que que tu avais imaginé? Comment vous l'avez formulé ensemble ce poste? Alors c'est un poste de directeur sportif, pas de manager. Manager, ça sera Sébastien. Oui, merci de la précision. Non, mais c'est évidemment c'est Sébastien qui va vraiment assurer le rôle avec Grégoire sur l'équipe professionnelle. Moi, je serai, comme on se l'est dit, un soutien fort. Mais à aucun moment je vais être les mains dans le cambouis comme tu peux le dire, parce que au final moi c'est vraiment un rôle transversal que je vais avoir et qui va me plaire et que je cherchais parce que on va pouvoir développer que ça parte et c'est très bien de le dire, de l'école de rugby, du pôle jeune, du centre de formation jusqu'au pro. Voilà, je parlais de l'esprit de la Berjali. Voilà, ça va être quelque chose de transversal. Moi, je veux, en tout cas, avoir ce rôle transversal avec aussi les partenaires, les supporters, les institutions, au soutien du président. Voilà, moi, c'est ça que je vois. En tout cas, c'est ma vision du directeur sportif. Et c'est la même vision pour le président. Et puis, voilà, les choses ont été très claires dès le départ avec Seb. Moi, je trouve que c'est une super opportunité de l'avoir récupéré. Donc maintenant, ça sera à moi d'être à son soutien quand il en aura besoin, au soutien de l'environnement de nos joueurs pros, mais pas que, parce qu'il y a aussi du monde en dessous, et peut-être que cette base-là, il faut vraiment la consolider et continuer à la développer comme on le fait depuis 3 ans. Sébastien, c'était pas prévu, toi, quand tu as signé, d'avoir Pascal Papé qui arrive dans cet encadrement, quand tu l'as appris Non, c'était pas prévu, donc après, avec Henri Guillaume, on en a parlé. Ouais. Le club a vraiment besoin de se développer. Le président, aujourd'hui, il veut reconstruire ce centre de formation et bien le construire, donc vraiment le développer, que ce soit matériellement ou au niveau de toute la structure jusqu'à l'école de rugby. Et je crois que Pascal, c'est la bonne personne pour pouvoir travailler là-dedans, de pouvoir remonter tout ce niveau école de rugby, les jeunes, le centre de formation jusqu'au pro. Voilà, il va amener son expérience et il y a vraiment du boulot, il y a vraiment du travail dans ce secteur-là, même au niveau des partenaires, au niveau des supporters. Voilà, je crois qu'il y a quelque chose à construire qui permettra d'avoir vraiment un socle solide, ce qu'il a été auparavant finalement à Bourgoin, et qui a été un petit peu perdu les dernières années, on va dire. Et l'idée, c'est qu'on ressort des joueurs de Bourgoin, des Pascal Papé, des Lionel Nallet dans 10 ans. Ça a chantier de France, ça serait génial. Parce que là, le centre de formation, en tout cas la formation bergalienne, forcément avec l'évolution, avec le haut niveau qui a quitté un peu le club pendant des années, elle s'est diluée un petit peu dans le territoire. Une partie à Grenoble, une partie surtout à Lyon, j'imagine. Il y a Vienne qui est pas bien loin en termes de niveau. Enfin, il y a tout à reconstruire, Pascal.
pas reconstruire, parce que attention, il y a déjà du travail qui a été effectué au club et qu'il faut, voilà, ou sur lequel il faut s'appuyer. Bourgoin, ça reste le CSBJ, ça reste un club phare de la région. Je peux vous dire qu'en termes de popularité, ça reste peut-être un club encore avec, voilà, en tout cas je vais me répéter, une forte popularité. Et s'il y a des clubs autour, ça veut dire qu'il y a du monde. Il y a du monde, il y a des licenciés, il y a beaucoup d'adhérents, il y a beaucoup de clubs qui travaillent bien sur la formation. Voilà, maintenant, c'est juste mettre un process à tout ça et trouver peut-être la précision la plus fine pour redonner en tout cas un nouvel élan à notre formation. Bogdan, est-ce que ça met un petit peu la pression d'avoir un coach international, un directeur sportif également capé à de nombreuses fois là, c'est... Non, c'est pas une pression. C'est positive alors. C'est vraiment positif parce que voilà, c'est comme je dis, c'est du positif pour le club. Donc voilà, je pense que voilà, ça a été clair. Donc moi, voilà, c'est des discours qui me plaisent et voilà, j'ai hâte de reprendre. J'ai hâte de reprendre et j'ai hâte voilà de. Faut arrêter de chaver. Non, ça va, là on va prendre les vacances le mois de arrivent. vacances et puis après on reprendra les choses comme il faut. Mais oui, c'est de bon augure. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, Sébastien, hein, le programme, 5 semaines de congé, puis une reprise en juillet. Dans les 5 semaines de congé, bien sûr, ils vont pas rien faire pendant 5 semaines, sinon ça va être très compliqué pour eux à la rentrée. Donc ils vont avoir 2 semaines et demie, 3 semaines où ils vont être off et ils feront un peu ce qu'ils veulent. Hein. Il y en a qui vont s'entraîner, on sait qu'il y en a certains qui s'entraînent, d'autres qui préfèrent faire un peu la fête, d'autres partir loin en vacances. Mais avec le Covid, je ne sais pas trop ce qui va se passer. Et après, ils auront un programme individuel jusqu'à la reprise pour arriver plutôt en forme, parce qu'après, ça va piquer pendant 2 mois, donc ça va vraiment être du développement. Donc voilà, ils vont être avertis de ça. Cette semaine, on a des réunions pour mettre des choses en place avec eux et mettre un cadre précis. Juste pour terminer sur Pascal, on a retrouvé une petite archive chez nos confrères Télé Grenoble. Pascal qui était venu à la mi-temps d'un match entre FCG et Beaurepaire. Voilà, on revient quelques années en arrière, Pascal. C'est pour voilà, un petit cadeau pour te remémorer ces belles années bergaliennes. Pascal Papé à la mi-temps de Grenoble-Beaurepaire en Fédéral 1. J'ai trouvé 2 supporters qui sont venus de Bourgoin-Jallieu. Qu'est-ce que vous êtes venus voir ici? Qui est-ce que vous êtes venus voir? Non, moi c'est l'équipe adverse, hein, justement, c'est l'équipe de Beaurepaire, parce que j'ai beaucoup de collègues qui ont joué avec moi en junior à Bourgoin, donc ça me donne l'occasion de venir les voir jouer, et puis ça fait plaisir de voir un match de Fédéral 1 comme ça, et non, ça permet de retrouver d'anciennes têtes et de renouer contact avec d'anciens collègues. Voilà, et on salue Lucille Dailly et Nicolas Carmona avec sa belle teinture blonde. Je vais me faire un plaisir de lui renvoyer l'image. Pascal, bah oui, ce rugby Beaurepaire, Bourgoin, Grenoble, c'est ce rugby local, quoi, isérois qui. Bah c'est un rugby voilà, de territoire où il y a pas mal de valeurs aussi, et donc non, à l'époque, j'aimais déjà aller voir ce genre de match. Ben voilà, on va peut-être pas terminer sans montrer quand même l'essai de Pascal Papé en équipe de France. Comme ça, on sera passé des tribunes de Lady Guerre de Beaurepaire à l'essai, enfin un des essais de Pascal. Hein. Un des essais. Un des essais. Il y en a eu 5, Pascal. Il a fait par-dessus. Ouais. Non, c'est pas lui, hein, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas lui. Il arrive à la fin, il est à la conclusion, Pascal Papé, voilà, de cet essai. Avec l'équipe de France, Pascal, c'était aussi pour rapidement faire un passage voilà, de Bourgoin à l'équipe de France, retour à Bourgoin. Tu l'as dit tout à l'heure, la boucle elle est bouclée. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut se souhaiter? Qu'est-ce que vous pouvez vous souhaiter? Surtout, bonne chance et puis du courage. Voilà, on va travailler, on va collaborer tous ensemble pour ramener le club là où il doit être. Et voilà, bien sûr, bonne chance. Et l'avenir nous dira si on était bon. Président, pareil, j'imagine. Là, il y a un peu de pression quand même aussi pour vous, cette nouvelle saison avec ces nouvelles têtes là. Oui. Pression sur leurs épaules, surtout celle de Sébastien. Il a resitué direct, c'est ça, c'est bien. Non, mais Excitation peut-être plus que pression. Là. Oui, il va y avoir beaucoup d'excitation, il y en a déjà sur Bourgoin.
les gens attendent avec impatience la reprise pour voir ce que va donner cette nouvelle mouture. Et ils attendent les recrues. Et Pascal Papé qui arrive au moment de la réouverture des restaurants de Bourgoin. Tu vas pouvoir refaire le tour des partenaires également à Bourgoin. Pascal, merci également d'avoir été là. Puis bon courage pour cette nouvelle trajectoire de carrière. Merci beaucoup. Bogdan, c'était un plaisir de te recevoir à nouveau. On espère te recroiser sur les terrains et puis de temps en temps sur peut-être les terrains aussi de Fédéral. On verra. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Super. Merci beaucoup. C'était le CSBJ ici du côté de Voiron au studio LSD. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous la semaine prochaine plutôt, et on ira parler de Tullin en Fédéral 3. Ciao, ciao.